Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, révision de la contribution nationale pour un avenir écologique vers une résilience engagée. Et enfin, dans l'actualité internationale, la course contre l'extinction s'intensifie, espace végétal en péril. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, accompagné du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, s'est déplacé à Genève, la capitale suisse, pour prendre part aux travaux de la 74e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est tenue du 7 au 13 octobre 2023 à Genève. Rappelons que la délégation djiboutienne était accueillie et accompagnée durant cette session par l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti à Genève, Mme Khadra Ahmed Hassan, qui a par ailleurs été élue par l'acclamation lors de la 113e session du comité de la présidence, du bureau du comité exécutif du programme du Haut Commissariat. Eh bien, dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice et présidente du bureau du comité du programme du Haut Commissariat, Mme Khadra Ahmed Hassan, a dans son premier lieu déclaré ouvert les travaux de cette 74e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat. Elle a souhaité la bienvenue à toutes les délégations et distingués invités et a indiqué qu'il y a environ 108 millions de personnes dans le monde qui sont déplacées suite à des répercussions et des percussions des conflits, de la violence généralisée, de la violation des droits de l'homme, soit une augmentation de 19 millions par rapport à l'année dernière, lors de la 113e session. Cette représentante a-t-elle dit plus du double des 42 millions de personnes déplacées. Il y a 10 ans, a-t-elle rappelé en 2013, cette situation donne lieu à des graves difficultés pour les organisations humanitaires comme l'UNHCR, et a-t-elle martelé l'ambassadrice. En continuant, l'ambassadrice a rappelé que le rôle du comité exécutif pour aider le HCR à relever ces défis demeure essentiel à cet égard. Pour finir, l'ambassadrice de Djibouti à Genève et présidente du bureau du comité du programme du Haut Commissariat, Mme Khadra Hassan, s'est réjouie de l'honneur et le privilège et présidée du comité exécutif du programme du Haut Commissariat pour l'année écoulée. More than double the 42. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan, a dans un discours prononcé dans cette auguste assemblée adressé ses vives félicitations à Madame la présidente du bureau du comité exécutif du programme du Haut Commissariat, Madame Khadra Ahmed, sur la manière pragmatique dont elle a dirigé le débat. Le ministre a indiqué que la République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements solennels qu'elle avait pris lors du sommet du septembre 2016 à New York par le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, malgré les défis multiformes rencontrés. Écoutons le ministre. D'adresser mes félicitations à Madame la Présidente sur la manière pragmatique dont elle dirige les débats, ainsi que le secrétariat et les membres du bureau pour l'organisation efficace de cette 74e session de l'EXCOM. Mes félicitations vont également à l'endroit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour le plaidoyer et les actions continues qu'il mène pour les personnes déplacées. Cette rencontre annuelle est un moment solennel de concertation, de réflexion et d'action. C'est l'instant idoine pour revoir notre copie en matière d'action à l'aune de nos engagements et de nos responsabilités collectives. Madame la représidente, Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti a traduit dans les faits les engagements solennels qu'elle avait pris au sommet de septembre 2016 à New York, et ceci malgré les défis multiformes rencontrés. En effet, pour améliorer significativement les conditions de vie des populations réfugiées et des communautés hôtes, le gouvernement de Djibouti, avec l'aide des partenaires au développement, a engagé de vastes efforts pour développer des habitations résilientes avec un meilleur accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que des constructions de routes, et ceci dans les différents sites où sont installées les populations réfugiées. Dans le domaine de l'éducation, les résultats obtenus sont remarquables. À cet effet, la déclaration de Djibouti sur l'éducation a eu un fort retentissement au niveau régional et continental. Plus d'une centaine d'étudiants réfugiés sont inscrits à l'Université de Djibouti. Certains d'entre eux ont bénéficié d'une bourse d'excellence gouvernementale pour des études à l'étranger et ces derniers représentent parfois 40% au total
des bourses dans certains secteurs. Le programme national de sécurité familiale est un autre exemple de résultats probants dont 800 familles, soit environ 4000 personnes, bénéficient de la protection sociale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ces résultats acquis dans l'inclusion des réfugiés s'inscrivent dans le cadre des engagements pris par mon pays dans les instances internationales et régionales. Malgré l'obtention de résultats tangibles dans le cadre des engagements pris par mon pays, l'assistance du système des Nations Unies n'arrête pas de diminuer. Par ailleurs, comme le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a détaillé dans son discours d'ouverture, les populations demandeuses d'asile et les migrants qui transitent dans les pays fonctionnent aujourd'hui en vase communicant. C'est le cas pour mon pays, d'1 million d'habitants, qui est devenu au fil des années un pays de transit, de destination et de retour pour les migrants venus en majorité des pays limitrophes. Et dans un réplique, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a salué une fois de plus l'excellente politique d'accueil de Djibouti. Écoutons la réplique du haut-commissaire, M. Filippo Grandi. Je voudrais aussi saluer une fois de plus, je l'ai fait plusieurs fois dans le passé, aussi dans une visite que j'ai effectuée dans le pays, les excellentes politiques d'accueil de Djibouti que le ministre a évoqué tout à l'heure. Nous nous rendons compte du défi énorme que les mouvements et de réfugiés et migratoires représentent pour un petit pays avec des ressources limitées comme Djibouti. Et le ministre a bien décrit cette relation complexe entre l'aspect migratoire et celui de la protection. C'est pour cela que je pense que Djibouti, comme dans d'autres pays, il faut resserrer la coopération entre le HCR et l'OIM pour qu'on puisse, d'ailleurs je crois que la directrice générale de l'OIM visite Djibouti sous peu, ça sera l'occasion pour voir comment on peut ensemble travailler vraiment pour améliorer. Et merci Monsieur le ministre pour nous avoir donné une excellente présidente de session également. Change de continent, direction Marrakech, au Maroc, où dans le cadre des assemblées annuelles de Marrakech de la Banque mondiale et du FMI, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, a participé à une table ronde sur le financement de l'éducation en période de crise multiple, organisée par la Banque mondiale sous la présidence de Mme Matma Mourti, vice-présidente chargée du développement humain de la Banque mondiale. Cet important événement a permis de discuter des expériences et des défis des pays en matière de gestion du niveau de l'efficacité des investissements dans l'éducation dans un contexte de finances publiques attendu, tout en faisant face à la nécessité urgente de récupérer et d'accélérer l'apprentissage à un panel de haut niveau, composé d'un groupe varié de ministres des Finances, des ministres de l'Éducation, ont discuté de la manière d'augmenter le montant et l'efficacité des dépenses et de commencer à récupérer et à accélérer l'apprentissage. L'événement s'est appuyé sur la dynamique générée par un événement similaire organisé lors des réunions des printemps de la Banque mondiale et du FMI 2023 sur le soutien de l'Assemblée et de l'ensemble de la communauté internationale et nationale de l'éducation qui s'est réunie au sein du comité directeur de haut niveau de l'UNESCO pour exprimer la nécessité de maintenir une plateforme active de discussion sur le financement de l'éducation entre les ministres des Finances et de l'Éducation. Lors de cet événement, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawale, a partagé l'expérience de Djibouti sur le financement de l'éducation, notamment le développement des compétences pour améliorer l'employabilité de la jeunesse djiboutienne. Écoutons-le. Depuis très longtemps, nous considérons l'éducation comme une priorité absolue. L'éducation en général. Nous avons eu un déficit important sur la question de l'éducation parce que c'est un pays qui reste quand même assez jeune, indépendant depuis 1977 et qui manquait de tout en termes d'éducation. Et pendant assez longtemps, sur la période post-colonisation, nous avons gardé une éducation plutôt élitiste. Très peu de nos enfants sortaient de l'école, c'est vrai, avec une bonne qualité, mais beaucoup de Djiboutiens restaient en dehors et en marge de l'éducation. D'où beaucoup de réformes ces dernières décennies. On a pu embarquer un ratio très élevé par rapport à la population. Donc l'enrôlement des enfants djiboutiens est arrivé à des proportions très importantes ces dernières années. Beaucoup d'infrastructures construites,
on a besoin nous-mêmes de rechercher nos propres financements en premier, de financer ces réformes de l'éducation par nos propres ressources. Ce que nous mettons en ressources, plus important de ce qui est reçu de l'extérieur. C'est un. Deux, et d'ailleurs cette position confirme un peu l'absence de tous les partenaires qui sont censés accompagner les pays en voie de développement. Je ne vois personne ici en face, donc ça ne peut que renforcer notre intérêt à rechercher des solutions endogènes. Deux, j'aimerais insister beaucoup sur la disparité entre les ratios par rapport à un enfant dans une éducation traditionnelle par rapport à une éducation technique, de formation professionnelle. Le coût pour former un enfant dans l'éducation technique, dans la formation technique, est beaucoup plus cher, plus élevé qu'un cursus ordinaire, et donc de mettre beaucoup d'efforts sur la formation technique, mais donc beaucoup de ressources. Troisième remarque, quand les partenaires sont avec nous sur ce sujet important, nous constatons également une disparité dans leurs interventions. Peut-être au niveau de chaque gouvernement, mieux organiser la coordination de l'aide, de s'assurer que tous les partenaires s'inscrivent dans les priorités qui sont définies par le gouvernement, dans commun accord, et de s'assurer que le value for dollar puisse payer efficacement dans le secteur de l'éducation. Et toujours en marge au Maroc, où la délégation djiboutienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussidawale, et comprenant le ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, et du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, ainsi que l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Djibouti au Royaume du Maroc, M. Mohamed Nour Hussi, et de nombreux responsables et cadres à différents départements des finances publiques ont participé à la réunion des gouverneurs du groupe Afrique, du FMI et de la Banque mondiale. Cette réunion a permis de consolider la solidité et la solidarité du groupe dans la quête des solutions aux défis communs auxquels les pays africains sont confrontés. Lors des débats, les gouverneurs ont adopté les positions communes pour défendre et préserver les intérêts des pays africains dans cette période critique de l'évolution de l'économie mondiale et du processus de développement des pays africains. Retour à Djibouti, où le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé ce matin conjointement avec le PNUD au lancement d'un atelier de validation des options d'atténuation et d'adaptation de la contribution nationale déterminée et révisée dans la République de Djibouti. La cérémonie d'ouverture était présidée par Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et a eu la participation, outre de la représentante du PNUD, les directeurs et secrétaires généraux des différents départements ministériels respectifs. L'objectif de cet atelier consiste à faire un point et une analyse détaillée des mesures d'option, des listes des projets proposés tant au niveau de l'adaptation qu'à l'atténuation, mais aussi de vérifier que ces solutions envisagées répondent clairement à l'objectif de lutte contre les changements climatiques. Représente l'engagement pris par Djibouti dans le cadre de l'accord pris sur le changement climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience du pays face aux impacts du changement climatique. Un engagement précurseur qui reflète la volonté politique du gouvernement de Djibouti de participer activement à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre et de répondre à ses besoins en matière d'adaptation. Rappelant que cet atelier représente la seconde étape de la révision CNDN amorcée en juin dernier. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. C'était l'appel à la prière. Eh bien, je vous disais, la représentante du PNUD a dans son discours souligné qu'elle constitue une démarche collaborative dont l'objectif final est de mettre sur pied un plan d'action climatique robuste et adapté à la réalité djiboutienne. Écoutons-la. Un grand plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de lancement de la révision de la contribution déterminée au niveau national CDN de la République de Djibouti. La contribution déterminée nationale représente les engagements pris par le gouvernement de Djibouti dans le cadre de l'accord de Paris sur les changements climatiques qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des pays face au changement climatique.
qui a été dit par le secrétaire général, la République de Djibouti a fait preuve donc d'un leadership exemplaire en soumettant sa contribution déterminée au niveau national en 2015 au cours de l'accord de Paris. Même si nous savons que la République de Djibouti n'est pas un pollueur, mais Djibouti contribue à sa façon donc à réduire les effets de gaz à émission de serre. Et cet engagement reflète la volonté du pays donc de participer activement à la réduction mondiale des gaz à effet de serre et à répondre aux besoins du pays en matière d'adaptation. De son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a, dans son intervention, rappelé que la République de Djibouti a ratifié tous les traits relatifs à la lutte contre le changement climatique et a soumis au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Écoutons-le. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous pour présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des options d'atténuation et d'adaptation de la contribution déterminée au niveau national révisé de la République de Djibouti. À l'horizon 2050, en plus des défis démographiques et économiques, le monde sera confronté à une crise climatique si aucune action n'est prise. La sonnette d'alarme est tirée. La situation est préoccupante. Les différents rapports du GIEC et des instances internationales soulignent que les changements climatiques menacent l'existence même de notre humanité. Les conséquences y afférentes ne sont pas à présenter. Elles portent préjudice au développement socio-économique et aux efforts engagés par les gouvernements en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Les pays en développement, notamment la République de Djibouti, sont particulièrement vulnérables aux conséquences dramatiques des changements climatiques. Pour faire face à ces fléaux des temps modernes, la communauté internationale a adopté plusieurs instruments juridiques militant en faveur de la protection de notre planète. Les derniers en date est l'accord de Paris sur le climat qui fut adopté en décembre 2015. Cet accord sur le climat, adopté en 2015 à la 21e session de la conférence des parties des nations des conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique, en amont de cette conférence, les pays ont soumis un plan d'action climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, dénommé Contribution prévue déterminée au niveau national. Les engagements pris dans les CPDN déclinent les actions à entreprendre par les pays en vue de limiter le réchauffement climatique à 2%, à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel au cours de ces siècles. La République de Djibouti a ratifié tous les traités relatifs à la lutte contre le changement climatique et a soumis au secrétariat de la Convention des Nations Unies, cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sa CDN initiale en 2015. Autre actualité, direction le Danemark, où son Excellence M. Aden Mohamed Dileta a présenté hier à Sa Majesté Margaret II, reine du Danemark, ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume de Danemark. Après la cérémonie officielle, M. Aden Mohamed Dileta s'est entretenu en privé avec la souveraine qui lui a relayé les salutations cordiales du président de la République, son Excellence Ismaël Margeele. Pour sa part, la monarque danoise a d'emblée souhaité la bienvenue au Danemark à un nouvel ambassadeur et lui assure une coopération pleine et entière de son gouvernement dans la réussite de sa mission durant son mandat et lui a ensuite chargé de transmettre ses salutations sincères au chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaël Margeele. Retour à Djibouti, où, je vous disais, le ministère de la Jeunesse et de la Culture célèbre chaque année, le 1er novembre, la journée nationale et africaine de la jeunesse. Cette journée est célébrée par Djibouti pour la 15e année consécutive à l'instar des pays du continent. Cette journée dédiée à la jeunesse est destinée à privilégier la jeunesse, la sensibiliser et la mobiliser pour une prise de conscience des enjeux. Il s'agit aussi de lui faire part de l'intérêt que lui accorde le gouvernement et surtout le président de la République, son Excellence Ismaël Margeele, et c'est dans une vision politique prospective résolument tournée vers l'avenir. Cette journée, c'est aussi un message pour inviter la jeunesse à relever l'ensemble des défis qui pointent à l'horizon
Enfin, cette fête de la jeunesse sert de challenge à une dynamique inspiratrice d'une synergie d'action de l'ensemble des départements ministériels. Et c'est étant donné la transversalité du thème de la jeunesse. In fine, le credo du ministère de la Jeunesse et de la Culture, conformément à ses nouvelles attributions, est la promotion inclusive de la jeunesse et la valorisation des cultures nationales. Bien sûr, dans le cadre de la politique du gouvernement axée sur la jeunesse, en phase avec la feuille de route du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, premier défendeur de la promotion inclusive de la jeunesse. Cette journée s'est clôturée depuis le 2014 par la remise du Grand Prix du chef de l'État. Eh bien, et pour nous en parler plus, nous avons avec nous Madame Asli Mohamed Hussein. Bonjour Madame Asli. Bonjour sénateur. Eh bien, quels peuvent vous dire les objectifs de cette journée dédiée à la jeunesse? Alors, cette journée a pour essence du sommet qui s'est tenu à Banjul en 2006, qui a réuni les chefs d'État africains. Et donc, à l'issue de ça, la charte, les pays membres de l'Union africaine ont adopté la charte africaine de la jeunesse, sachant que cette charte, chaque pays devrait la ratifier. Et donc, Djibouti a ratifié cette charte en 2007. Et donc, de cette charte, Djibouti, comme vous avez dit, donc, va célébrer les 15 années d'existence de cette journée. Cette journée est d'abord nationale, mais par la suite africaine. Donc voilà un peu l'essence même de cette journée. Et cette journée, c'est une journée festive, une journée qui permettrait au ministère de la Jeunesse de faire un peu son bilan et par la suite, le chef d'État passe son message pour les jeunes pour l'année écoulée et l'année à venir, les perspectives du gouvernement. Merci. Bien. Et pour cette journée dédiée à la jeunesse, il y a ce qu'on appelle le Grand Prix du chef de l'État. Quel est le thème de cette année? Alors, le Grand Prix du chef de l'État, c'est un prix qui récompense toute initiative jeune, que ce soit de l'ordre de l'insertion économique, de l'ordre de l'insertion sociale, de l'éducation populaire, mais aussi de la vie associative et culturelle. Donc, ça, c'est le principe du Grand Prix du chef de l'État. Le Grand Prix du chef de l'État, donc cette année, on a pour thème l'initiative jeunesse en économie bleue. Le thème de chaque année fait référence un peu au contexte national, mais régional aussi. Donc, vous savez que dernièrement, le chef d'État s'est rendu au sommet africain, et donc il avait fait, il a mis en exergue l'exploitation de l'économie bleue, que trouve un berceau propice pour Djibouti. Djibouti doit être un berceau propice pour l'essor et l'épanouissement de cette économie, vu par rapport à notre position géostratégique. Et voilà. Donc cette année, il y a une nouveauté. On ne présente plus le Grand Prix du chef de l'État. Mais il y a une nouveauté. La nouveauté est que nous avons numérisé la participation et les candidatures du Grand Prix du chef de l'État, avec la collaboration de l'ANSI, qui nous ont aidés. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une interface qui a été créée. L'interface permet à tout jeune, de 15 à 35 ans, d'aller s'enregistrer aisément chez lui, à domicile, sans qu'il ait allé dans un CDC ou un centre de jeunes, récupérer avant les formulaires et les papiers, et c'est respectif de l'environnement. Donc, par la suite, une fois que l'inscription se fait, c'est très facile. Le candidat reçoit dans sa boîte mail une boîte dans sa boîte mail, un email disant que voilà, votre candidature a été faite, il y a un numéro qui s'affiche. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Il y a deux façons. Il y a le lien, il y a un lien qui est disponible, on peut cliquer sur le lien et voilà, donc il y a l'interface qui sort. Mais aussi, il y a un QR code. Donc, dans tous les CDC, il y a des affiches. Il suffit que le jeune scanne le QR code et il a accès à l'interface. Et donc, voilà la nouveauté. Et donc, on essaie de respecter également l'objectif zéro papier et profiter des jeunes, des nouvelles technologies qui sont offertes aux jeunes. Merci. Quel est le message que vous transmettrez à la jeunesse pour qu'ils puissent s'enregistrer? Alors, nous invitons les jeunes de cette tranche de 15 à 35 ans d'aller de façon massive à s'inscrire et aller sur l'interface, sur la plateforme qui est disponible, sur le lien qui est disponible au niveau des CDC. Nous invitons également les jeunes des régions qui ont la mer côté, donc d'aller massivement participer, surtout des jeunes filles. Et voilà, donc merci beaucoup, Samuel. Comme ça, il n'y aura plus de queue à faire
Comme vous venez d'entendre, l'enregistrement se fera en ligne. En ligne. Merci. Merci Madame Asli Mohamed. Je vous le rappelle que vous venez du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Tout à fait, merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Autre actualité nationale, sous la présidence conjointe des honorables Abdelrahman Awali Yassine et Kaltoum Farah Saïd, la commission des affaires étrangères élargie à la commission de la délégation de l'administration générale et des droits humains s'est penchée ce mercredi sur l'analyse des projets portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Rappelons que cette réunion a vu la participation des députés membres de commission ainsi que d'autres élus intéressés par la thématique. Elle s'est tenue en présence de Mme Mariam Hamed Ali, ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, accompagnée des cadres de son ministère, département, autrement dit. Suite à des délibérations approfondies et constructives entre les membres du Parlement et l'exécutif, les commissaires ont approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné en incluant au préalable des correctifs d'appoint. Santé à présent, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé l'ouverture d'un atelier de 3 jours au Hill Center, hôtel d'Arta. Cet atelier, organisé conjointement avec l'IGAD, a pour objectif d'identifier et d'accélérer les décisions et directives des politiques régionaux de l'IGAD en matière de santé. Ainsi, cette rencontre entre les cadres du ministère de la Santé et les experts de l'IGAD vont identifier ensemble les obstacles et la mise en œuvre nationale en République de Djibouti, ainsi élaborera une feuille de route des activités qui devraient être prioritaires d'ici l'année 2024, y compris les besoins en renforcement des capacités et les ressources nécessaires à cet effet. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que cet atelier a pour objectif de faire le bilan de nos précédentes activités, évaluer les réalisations et surtout lancer un nouveau projet ambitieux. To ensure that an interface between IGAD member states and ensure that our people, most of whom cross borders for varied reasons, can access services across borders and without unnecessary bureaucracy, and that these services are accessible and affordable. Enabling policy frameworks, harmonization of policies and guidelines can oftentimes play an important role in ensuring that our systems speak to each other and that they can interfere. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a remercié l'engagement de l'IGAD et a indiqué qu'ensemble, les deux institutions vont atteindre des sommets encore plus grands dans le cadre de l'amélioration du système de la santé. Un événement significatif qui marque un tournant dans notre quête commune pour renforcer les systèmes de santé dans notre région. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de nos précédentes activités, évaluer nos réalisations et surtout lancer un nouveau projet ambitieux axé sur la durabilité des systèmes de santé. Au fil des années, l'IGAD s'est engagé à améliorer l'accès aux soins de santé, à renforcer les capacités des professionnels de la santé et à lutter contre les défis persistants dans notre région. Nous avons accompli beaucoup, mais nous reconnaissons également les défis qui subsistent. C'est pourquoi ce nouvel effort axé sur la durabilité revêt une importance cruciale. Mesdames et messieurs, la durabilité des systèmes de santé locaux ne se limite pas à la simple continuité des services. Cela signifie également créer des bases solides, investir dans l'éducation et la formation, encourager l'innovation et surtout impliquer nos communautés de manière significative. Nous devons travailler main dans la main avec les parties prenantes locales, les professionnels de la santé et les décideurs politiques pour garantir que nos efforts sont bien ancrés dans nos sociétés. On change de thème, cette fois-ci l'éducation, où le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, accompagné de la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah Ritiré, et l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mme Mouna Ismaël Abdou, ont lancé ce matin un atelier portant sur le cadre méthodologique de l'élaboration d'une politique nationale de la formation continue du personnel du MENFOP. Il est à noter que cet atelier appuyé par l'AFD se déroule sous la houlette de deux experts
internationaux, à savoir Mme Yolande Sechet et M. Ali Ahmed, d'un expert national, et M. Awal Abdelkader Hessi. L'objectif de cet atelier tend à mettre en œuvre la volonté du MENFOP de veiller à la qualité des apprentissages et à la réduction de l'échec scolaire et revêt ainsi une importance accrue. L'actualisation récente des référentiels métiers, la professionnalisation du personnel enseignant, des chefs d'établissement et du personnel d'encadrement pédagogique sont l'illustration d'une étape importante face à l'hétérogénéité du public et des enseignants, de plus en plus nombreux, des écarts d'ancienneté, une ruralité prégnante aux innovations, aux attentes des institutions, et le dispositif actuel de la formation continue n'apporte plus de résultats escomptés. Va porter toute sa noblesse et sa réactivité au service d'une élévation professionnelle des enseignants. Donc tous les acteurs, qui soient du service administratif, du service juridique, mais aussi et évidemment du service, enfin du cœur de la pédagogie, eh bien tous ensemble, nous allons partir d'un diagnostic, d'un état des lieux de ce qu'est la formation continue dans le pays, pour pouvoir trouver eh bien des orientations, des préconisations pour cette amélioration, et qu'ensemble on puisse eh bien participer à un enrichissement professionnel et à la réussite des élèves. Et dans l'actualité internationale, des migrants secourus au large de la Libye. Des migrants ont été secourus en Méditerranée lors de 2 opérations menées vendredi par un navire Médecins sans frontières. Au total, ils sont plus de 258 candidats au départ vers l'Europe. De nombreuses familles syriennes, des mineurs non accompagnés, des Égyptiens, des Bangladais et plusieurs subsahariennes, principalement du Sud-Soudan. Leur embarcation de fortune était en péril au nord des côtes libyennes. Au moins 162 personnes se trouvaient à bord de la première embarcation qui était presque en train de couler, alors que le second bateau secouru était en bois et rempli de 96 personnes. Plusieurs rapports des Nations Unies ont fait état de violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et d'abus de rencontre des migrants en Libye, alors que les restrictions imposées par le gouvernement italien rendent difficiles les opérations de sauvetage des migrants en mer ces derniers mois selon les organisations humanitaires. Et le conflit palestinien, rappelons que le ministère palestinien de la Santé a annoncé mardi soir que le nombre de martyrs à la suite de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie est passé de 974 martyrs, tandis que le nombre des blessés a atteint 5000. Il a déclaré que les 950 martyrs ont été tués dans la bande de Gaza et 5000 autres ont été blessés lors de raids depuis samedi dernier. Le bilan est passé de 1200 morts du côté israélien, a déclaré mercredi matin le porte-parole de l'armée israélienne, contre plus de 1000 annoncés jusqu'à là. L'armée israélienne a indiqué mardi matin avoir retrouvé environ 1500 corps depuis que l'attaque a lancé samedi à partir de la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. La guerre entre le Hamas et Israël a déplacé plus de 187 500 personnes à l'intérieur de la bande de Gaza. Et depuis samedi, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le siège total de la bande de Gaza, annoncé lundi par la ministre israélien de la Défense, est interdit par le droit international humanitaire, a rappelé l'ONU mardi par les voix de son haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite d'un programme télévisuel.